Ce qui s'est passé la semaine dernière a fait trembler les fondations de la géopolitique euro-asiatique, laissant un goût amer d'incertitude. Le silence assourdissant des capitales mondiales face à cet événement majeur est un message en soi. Un simple geste a dévoilé des décennies de tensions latentes menaçant de s'embraser. Le monde est-il prêt à voir ces braises se transformer en un brasier incontrôlable? Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville et le pays. En détail, le gouvernement de la Fédération de Russie a pris une décision radicale et unilatérale dans la région du Caucase le 23 avril dernier. Il a formellement reconnu l'indépendance d'une petite entité séparatiste, déjà le théâtre d'un conflit gelé depuis de nombreuses années. Cette action a été suivie par l'envoi de forces de maintien de la paix russe, composées d'environ 3500 hommes, et l'établissement de nouvelles bases militaires le long de la ligne de contact le 25 du même mois. Cette escalade militaire a été perçue par de nombreux observateurs internationaux comme une violation flagrante des accords de cessez-le-feu de 1994 et 1997. Est-ce une provocation délibérée? Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Ceci n'est pas qu'un simple fait divers lointain, cela nous concerne tous. Les conséquences de cette reconnaissance unilatérale sont vastes et profondes, touchant la sécurité globale et l'économie mondiale. Nous parlons ici de la rupture possible d'un équilibre fragile dans la région du nord du Caucase, un carrefour stratégique pour les routes énergétiques reliant l'Europe à l'Asie. Une déstabilisation pourrait entraîner une flambée des prix du pétrole et du gaz, affectant directement le coût de la vie de chaque citoyen de Paris à Tokyo. N'est-ce pas une menace concrète sur nos portefeuilles? De plus, cet acte remet en question les principes mêmes de la souveraineté territoriale et de l'intégrité des États, des piliers fondamentaux du droit international. Si les frontières peuvent être redessinées unilatéralement, quelle est la légitimité des autres frontières? C'est une porte ouverte à l'anarchie, un précédent dangereux qui pourrait en inspirer d'autres. Les investisseurs craignent une fuite des capitaux dans des zones perçues comme instables, aggravant la conjoncture économique mondiale déjà tendue. Pensez-vous que cette décision aura des répercussions directes sur l'emploi et l'inflation chez vous, que nous devrions vérifier dans le prochain épisode? Une thèse, par exemple, une valeur. Officiellement, le Kremlin justifie sa décision par la nécessité de protéger les ressortissants russes résidant dans la région et de prévenir un éventuel génocide de la population russophone, selon les déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dmitri Peskov, le 24 avril. Il a affirmé que l'État en question n'avait pas d'autre choix face à ce qu'il a qualifié de menace croissante de la part du gouvernement central voisin. Cependant, les experts du think tank Carnegie Endowment for International Peace, comme l'analyste Maria Snegovaya, suggèrent une toute autre motivation. Selon elle, il s'agirait d'une manœuvre stratégique pour renforcer l'influence de la Fédération de Russie dans la région et créer un cordon de sécurité autour de ses frontières sud. D'autres voix, notamment celle de l'opposition russe en exil, évoquent la possibilité d'une tentative de détourner l'attention de problèmes internes croissants tels que la stagnation économique et le mécontentement social. Qui a raison? Le calcul politique est complexe, les intérêts en jeu sont multiples et ne se limitent pas à de simples discours de protection. Les rumeurs de couloirs, amplifiées par certaines sources officieuses comme Telegram Channels, parlent même d'un accord secret avec une puissance régionale pour le partage d'influence. Ces allégations, bien que non confirmées, alimentent un climat de méfiance et de suspicion. La Chine, notamment, est perçue comme un acteur potentiel dans un tel accord, cherchant à sécuriser davantage ses approvisionnements énergétiques et à consolider sa position en Asie centrale, ce qui pourrait avoir des implications majeures pour l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial. Les relations sino-russes se sont considérablement renforcées ces dernières années, notamment en réponse à ce qu'elles perçoivent comme une hégémonie occidentale, créant un bloc de puissance alternatif dont les mouvements sont scrutés avec attention par les capitales occidentales. L'intégration économique de la région via des projets comme la nouvelle route de la soie pourrait être affectée ou redessinée par ces nouvelles dynamiques géopolitiques. La région du Caucase, bien que traditionnellement sous influence russe, est également un point de passage potentiel pour des corridors de transport reliant la Chine à l'Europe, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité aux enjeux. Les observateurs se demandent si Pékin pourrait un jour être tenté de reconnaître également cette entité séparatiste, pour autant que cela serve ses intérêts à long terme dans la région et dans le cadre de sa stratégie globale de diversification des alliances et des routes commerciales. Une telle reconnaissance signifierait un coup
coup dur pour les tentatives occidentales d'isoler la Russie et pourrait consolider un nouvel ordre multipolaire. La question de Taïwan et le précédent que cette reconnaissance unilatérale pourrait créer pour la Chine reste également une préoccupation majeure pour de nombreux analystes. Si la Russie peut redessiner les frontières, pourquoi pas la Chine? Ce parallèle est souvent évoqué dans les débats internationaux et ajoute à la nervosité ambiante. L'impact psychologique de ces rapprochements géopolitiques se fait sentir sur les marchés financiers, les entreprises se montrant de plus en plus réticentes à investir dans des zones jugées à haut risque politique. À qui faites-vous confiance à ce sujet dans cette région? Un orateur média. Ce n'est pas la première fois que l'histoire nous offre un tel spectacle. Les échos de la guerre froide résonnent avec force, notamment avec l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1968, où l'URSS justifiait ses actions par la nécessité de protéger le socialisme d'une menace extérieure, ou encore, plus récemment, les événements de la Crimée en 2014, où une annexion a été précédée par des arguments similaires de protection des populations russes. Chaque fois, le scénario est troublant de similarités, une crise humanitaire invoquée, la souveraineté bafouée et une nouvelle ligne de fracture géopolitique dessinée sur la carte du monde. La doctrine Brejnev n'est-elle pas simplement réactualisée dans un nouveau contexte? L'histoire, comme le dit si bien l'adage, ne se répète pas, mais elle rime. Ces précédents nous rappellent que la rhétorique de protection peut souvent masquer des ambitions bien plus vastes. La région était déjà marquée par de longues périodes d'instabilité, comme la guerre de 5 jours en 2008 entre la Russie et la Géorgie, laissant des cicatrices profondes dans le paysage politique et humain. Ces événements passés jettent une lumière crue sur la situation actuelle, la rendant d'autant plus inquiétante. Le dossier des droits de l'homme dans la région est aussi un point de crispation avec des rapports faisant état de violations commises par toutes les parties au conflit, rendant toute médiation d'autant plus délicate. Des organisations non gouvernementales comme Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté de nombreux cas de déplacements forcés, de persécutions ethniques et de disparitions, des faits qui compliquent toute tentative de résolution pacifique et durable. Ces aspects humanitaires, souvent éclipsés par les enjeux géopolitiques, sont pourtant cruciaux pour comprendre la complexité du conflit et les souffrances endurées par les populations civiles. L'accès à l'aide humanitaire est souvent entravé par la présence des forces armées et les restrictions administratives, aggravant une situation déjà précaire. La question des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, conséquence directe des conflits passés et présents, reste un défi majeur pour les organisations internationales et les pays voisins. La santé publique, l'éducation et l'accès aux ressources de base sont également gravement affectés dans les zones contestées, créant des générations de jeunes avec un avenir incertain. Le rôle des milices locales et des mercenaires, souvent financés par des puissances étrangères, complique davantage le tableau sécuritaire et rend difficile la distinction entre acteurs étatiques et non étatiques dans le conflit. L'utilisation de désinformation et de propagande par toutes les parties pour influencer l'opinion publique locale et internationale est également un facteur aggravant, créant un climat de méfiance généralisée et rendant la vérité difficile à discerner. Les cyberattaques, devenues une arme asymétrique prépondérante dans les conflits modernes, sont également une préoccupation majeure dans la région, avec des infrastructures critiques ciblées et des tentatives d'ingérence dans les élections ou les systèmes de communication. Cette dimension numérique ajoute une autre couche de vulnérabilité et de risque d'escalade. L'économie locale, déjà fragile, est systématiquement sapée par l'instabilité, l'interruption des échanges commerciaux et la fuite des investissements, laissant des populations entières dans une grande précarité. Les infrastructures vitales, comme les routes, les ponts et les systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, sont souvent endommagées ou détruites, paralysant toute tentative de développement et de reconstruction. Les tentatives de médiation sous l'égide de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou des Nations Unies, se sont heurtées à des blocages persistants en raison de l'intransigeance des partis et du manque de volonté politique d'aboutir à un compromis durable. La notion de souveraineté limitée, souvent associée à la doctrine Brejnev, semble refaire surface dans les discours et actions russes, suggérant une volonté de maintenir une zone d'influence exclusive autour de ses frontières, en dépit des principes du droit international. Ce paradigme met en péril l'architecture de sécurité européenne telle qu'elle a été façonnée après la guerre froide. Le développement des capacités militaires dans la région, y compris l'installation de systèmes de défense aérienne et de missiles, augmente le risque d'une militarisation accrue et d'une course aux armements
également régionales, rendant l'équilibre des forces encore plus précaire. Oh, l'exploitation des richesses naturelles de la région, notamment les ressources énergétiques et minérales, est également un enjeu sous-jacent, les puissances mondiales cherchant à sécuriser leur accès et leur contrôle, ce qui ajoute une dimension économique aux tensions géopolitiques. On ne peut ignorer les marques que le passé a laissées et comment elles continuent de façonner les événements d'aujourd'hui. Les déclarations récentes du président du pays sur la carte 404, Volodymyr Zelensky, dénonçant cette reconnaissance comme une farce géopolitique, le 26 avril, s'inscrivent dans une longue série d'alertes internationales. Avant cet acte, les tensions montaient depuis des mois avec des mouvements de troupes russes le long de la frontière et des exercices militaires de grande envergure. Le ton durci de la diplomatie européenne, notamment les menaces de sanctions de la part de la chancelière allemande, Angela Merkel, il y a seulement 3 semaines, n'a visiblement pas suffi à dissuader le Kremlin. La communauté internationale a plusieurs fois appelé au dialogue et au respect du droit international, mais sans succès. Cet événement ne fait que s'inscrire dans une tendance mondiale plus large de remise en question de l'ordre international établi, d'érosion des institutions multilatérales et de montée des nationalismes. C'est une continuation directe des frictions observées ces dernières années, notamment autour des questions énergétiques et de la cybersécurité. Assisterions-nous à la fin d'une ère de multilatéralisme? Oh, l'inefficacité des organisations internationales comme l'ONU ou l'OSCE à prévenir de telles actions est un indicateur alarmant de la fragilité du cadre normatif international. De nombreux pays émergents, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, observent attentivement cette situation, se demandant si l'ordre fondé sur des règles est en train de s'effondrer et ce que cela signifiera pour leur propre souveraineté et sécurité, où certains pourraient être tentés de suivre l'exemple de grandes puissances, s'affranchissant des règles internationales lorsqu'elles perçoivent un avantage stratégique, ce qui pourrait conduire à une ère de plus grande anarchie internationale. La crédibilité du Conseil de sécurité des Nations Unies, minée par le droit de veto de ses membres permanents, est également sérieusement mise à l'épreuve. Les appels à une réforme de cette institution pour la rendre plus représentative et efficace se font de plus en plus pressants. La rhétorique du Kremlin, souvent axée sur la dénonciation d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis et ses alliés occidentaux, cherche à justifier ses actions comme une tentative de rétablir un équilibre des pouvoirs, ce qui trouve un écho auprès de certaines nations insatisfaites de l'ordre actuel. La fragmentation des alliances et la formation de nouveaux blocs géopolitiques basés sur des intérêts convergents plutôt que des valeurs partagées pourraient être l'une des conséquences à long terme de cette crise. Le renforcement des capacités militaires et la modernisation des forces armées dans de nombreux pays limitrophes de la Russie en réaction à ces actions soulignent une militarisation croissante de la région avec des conséquences imprévisibles. La course à l'armement, notamment avec le développement de nouvelles technologies militaires et de doctrines de guerre hybride, devient une réalité de plus en plus palpable, augmentant le risque d'un conflit par inadvertance. Les démocraties occidentales, prises au dépourvu par la rapidité et l'ampleur des actions russes, peinent à trouver une réponse unie et cohérente, révélant les divergences d'intérêts et les failles de leur propre cohésion politique. Les débats internes au sein de l'Union européenne sur la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie ou sur la nécessité de renforcer leur propre défense sont exacerbés par cette crise. L'imposition de sanctions économiques, bien que destinée à punir le Kremlin, a souvent des effets secondaires sur les économies européennes, rendant les décisions d'autant plus difficiles. La résilience de l'économie russe face aux sanctions précédentes, en diversifiant ses partenaires commerciaux et en développant des alternatives internes, est également un facteur à prendre en compte, remettant en question l'efficacité seule de cette mesure. La pression sur les entreprises occidentales opérant en Russie, qui se retrouvent dans une situation délicate, témoigne de l'imbrication profonde des économies mondiales et des défis posés par la dédollarisation et la fragmentation des systèmes financiers internationaux. Donc, la propagation de fausses informations et de récits alternatifs par des médias d'État russes, souvent relayés par des canaux informels, vise à semer la confusion et à miner la confiance dans les institutions et les médias traditionnels, rendant la tâche de discernement de la vérité encore plus ardue pour le citoyen lambda. Cette guerre de l'information est désormais une composante intégrale des conflits géopolitiques. L'impact sur la confiance des populations envers leurs dirigeants et les institutions internationales est également
également un enjeu crucial, avec un risque accru de populisme et d'extrémisme politique si les crises persistent sans résolution claire. La diplomatie secrète, les négociations de couloir et les accords entre puissances, loin des yeux du public, seront probablement de plus en plus courants à mesure que les alliances traditionnelles se délitent et que les grandes puissances cherchent à redessiner les sphères d'influence. La montée de la puissance turque, avec ses propres ambitions régionales dans le Caucase et en mer Noire, est un autre facteur de complication, la Turquie cherchant à affirmer son rôle d'acteur clé et à étendre son influence économique et militaire, ce qui peut entrer en collision avec les intérêts russes et occidentaux, créant de nouvelles tensions ou de nouvelles opportunités d'alliance ad hoc. Que faire en l'absence de réaction de son propre leader? Un pas. Alors, que pouvons-nous attendre pour la suite? Plusieurs scénarios se dessinent. Le scénario le plus optimiste, bien que peu probable aux yeux de nombreux analystes, verrait une désescalade rapide, un dialogue diplomatique intense menant sous l'égide des Nations Unies pourrait aboutir à un retrait progressif des forces russes et un retour aux négociations multilatérales. Cependant, la posture actuelle des partis rend cette option difficile à envisager. Le scénario le plus probable est une normalisation de cette nouvelle réalité, un conflit gelé mais formalisé. Oh, les nouvelles bases russes seraient maintenues, la reconnaissance de la République séparatiste deviendrait un fait accompli et les sanctions internationales s'intensifieraient sans pour autant provoquer un changement majeur de comportement. Cette situation pourrait perdurer pendant des années, voire des décennies, créant une nouvelle zone d'instabilité permanente. Le scénario du pire, celui que personne ne souhaite, serait une escalade militaire incontrôlable, un incident frontalier, une provocation ou une erreur de calcul pourrait déclencher une confrontation directe entre les forces russes et celles du gouvernement central, voire impliquer d'autres puissances régionales. Les conséquences en seraient dévastatrices, non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de l'Europe et au-delà. Enfin, un scénario inattendu pourrait voir l'émergence d'un acteur tiers, peut-être une puissance montante d'Asie ou une organisation internationale renforcée, capable de proposer une médiation inédite et de forcer un compromis. Cependant, un tel acteur n'est pas encore clairement visible sur l'échiquier mondial. Les prochains mois seront cruciaux. Les déclarations des capitales européennes et des États-Unis dans les 15 jours à venir donneront le ton. Les mouvements des marchés financiers et les cours des matières premières seront des indicateurs précieux de la perception de cette crise par le monde entier. Quel événement dans le secteur énergétique est sous-estimé par les médias, nommé et expliqué? Les échéances à surveiller incluent le sommet du G7 qui aura lieu dans un mois, où cette question sera inévitablement au centre des discussions, les futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Russie détient un siège permanent, seront également suivies de près. Qui sortira vainqueur de cette épreuve de force? Pour l'instant, la Russie semble gagner du terrain en renforçant sa position géopolitique, mais au prix d'un isolement international croissant et de sanctions économiques potentielles. Le gouvernement central de la nation sur la carte 404, lui, subit une lourde défaite territoriale et diplomatique, mais pourrait gagner la sympathie et le soutien accru de l'Occident. Oh, les pays européens se retrouvent dans une position délicate, tiraillés entre leurs intérêts économiques avec la Russie et leurs valeurs démocratiques. Les États-Unis, sous une nouvelle administration, testent leur capacité à maintenir l'ordre international. Que faire pour aider les civils dans la zone du conflit? Ceci est un moment de vérité pour la communauté internationale. Comment réagiront ceux qui croient encore au droit international face à cette transgression manifeste? La réponse des prochaines semaines définira les règles du jeu pour les décennies à venir. Partagez cette analyse avec ceux qui veulent comprendre les enjeux réels de la géopolitique, car la connaissance est notre meilleure défense. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses profondes et impartiales, et activez la cloche des notifications. Ваш прогноз по срокам, когда произойдет полный откат этой ситуации, если это случится месяц, год и одна причина, il est crucial d'examiner l'impact économique à plus long terme. La résilience de l'économie russe, malgré les sanctions, est un sujet d'étude pour de nombreuses institutions. Le virage vers l'Est, avec le renforcement des liens commerciaux et énergétiques avec des pays comme la Chine et l'Inde, a permis à Moscou d'atténuer les effets des restrictions occidentales. Les exportations russes d'hydrocarbures, bien que pénalisées par les plafonds de prix et les embargos, ont trouvé de nouveaux débouchés, souvent à des prix réduits, mais suffisants pour maintenir un niveau de revenus stable pour le budget de l'État.
Cependant, cette réorientation a un coût, notamment en termes de dépendance vis-à-vis de ses nouveaux partenaires et d'accès limité aux technologies occidentales de pointe, ce qui pourrait freiner la modernisation de certains secteurs clés de l'économie russe à moyen et long terme. Quant au gouvernement central, sa dépendance vis-à-vis de l'aide financière et militaire occidentale s'accentue. Les fonds de reconstruction, les aides humanitaires et les prêts internationaux sont devenus vitaux pour maintenir l'économie à flot et reconstruire les infrastructures endommagées par le conflit. Cette situation crée une dépendance qui pourrait avoir des implications sur la souveraineté économique et les choix politiques futurs. La corruption, malheureusement endémique dans la région, risque également de détourner une partie de ces aides, réduisant leur efficacité et sapant la confiance des donateurs internationaux. Les investissements étrangers directs sont quasiment à l'arrêt et le pays est confronté à une fuite des cerveaux massive, des millions de citoyens ayant quitté leur foyer pour chercher refuge ailleurs, souvent dans des pays européens, privant le pays de sa force vive et de ses compétences. Les implications environnementales des conflits dans la région sont souvent sous-estimées. Les combats ont causé des dégâts considérables aux écosystèmes, détruisant des forêts, polluant des cours d'eau et des sols avec des munitions non explosées et des débris de guerre. La question du déminage représente un défi majeur pour les décennies à venir, non seulement pour la sécurité des populations, mais aussi pour permettre la reprise de l'agriculture et le retour des réfugiés. Le changement climatique ajoute une autre complexité à cette équation, les températures extrêmes et les phénomènes météorologiques inhabituels rendant la situation humanitaire encore plus critique dans certaines zones. La gestion des ressources en eau, déjà sous tension, pourrait devenir une source de conflits supplémentaires à l'avenir. Le rôle des organisations non gouvernementales, ONG et des acteurs de la société civile est également essentiel. Dans ce contexte, ces organisations travaillent sans relâche pour fournir de l'aide humanitaire, documenter les violations des droits de l'homme et plaider pour une résolution pacifique du conflit. Cependant, elles sont souvent confrontées à des défis majeurs, notamment l'accès aux zones de conflit, la sécurité de leur personnel et le manque de financement chronique. Leur travail est un contrepoids important à la désinformation et un rappel constant de la souffrance humaine derrière les manchettes géopolitiques. L'avenir de la sécurité énergétique européenne est également en jeu. La crise a accéléré les efforts de diversification des sources d'approvisionnement et le développement des énergies renouvelables en Europe dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Bien que cette transition soit un processus coûteux et à long terme, elle est devenue une priorité stratégique pour de nombreux pays européens. Le développement de nouvelles infrastructures gazières comme les terminaux GNL, gaz naturel liquéfié et les gazoducs alternatifs est en cours pour sécuriser les approvisionnements. Cependant, les coûts à court terme de cette transition sont souvent répercutés sur les consommateurs, contribuant à l'inflation et au mécontentement social. La perspective de l'intégration de nouvelles technologies comme l'hydrogène vert dans le mix énergétique est également à l'étude, offrant une solution à plus long terme pour la décarbonisation et la sécurité énergétique. Enfin, l'impact sur les populations locales, bien que souvent relégué au second plan dans les analyses géopolitiques, est le plus profond, des familles divisées, des maisons détruites, des traumatismes psychologiques durables. Le prix humain de ce conflit est incalculable. La réconciliation et la reconstruction des liens sociaux après des années de conflits et de méfiance seront un processus long et douloureux. L'éducation des jeunes générations qui ont grandi dans un environnement de guerre et de propagande est un défi majeur pour l'avenir de la région. Le soutien psychologique et sociale aux victimes de guerre est une nécessité urgente, trop souvent négligée en raison du manque de ressources et de la focalisation sur les enjeux militaires. La communauté internationale a la responsabilité morale de ne pas oublier ces populations et de soutenir les efforts de reconstruction humaine et sociale, en plus de l'aide matérielle, la diplomatie citoyenne, les échanges culturels et les projets de coopération transfrontalière pourraient jouer un rôle clé dans la construction de la paix à la base. La mémoire collective des conflits passés et présents est également un enjeu. La manière dont l'histoire est enseignée et la manière dont les événements sont commémorés ayant un impact direct sur la possibilité de vivre ensemble à l'avenir. La reconnaissance des souffrances de toutes les parties, sans minimiser les responsabilités, est une étape fondamentale vers la guérison et la réconciliation.